Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur cette première vidéo relative aux séances sur les approches esthétiques du cours de Master 1 Sorbonne Nouvelle, analyse d'objets audiovisuels 2020-2021. Voilà, j'y suis arrivé. Hélas, je ne suis pas face à vous, vous n'êtes pas face à moi aujourd'hui pour ce cours. Ça aurait été quand même une solution plus agréable, évidemment, dans un autre contexte. Mais voilà, là, vous avez quelques vidéos qui vont vous parvenir autour donc des approches en termes d'analyse esthétique des films et des productions audiovisuelles. Ces vidéos sont donc en mode asynchrone, donc vous pouvez les consulter quand vous voulez, à votre rythme. L'inconvénient, c'est qu'il y a du coup moins d'interactivité entre nous, mais bon, c'est vrai que de toute façon, à la base, c'était déjà un cours magistral, donc pas forcément le meilleur dispositif pour discuter. En tout cas, bien évidemment, je suis à votre disposition si vous souhaitez me contacter par mail pour des questions relatives à ce cours. Mais en tout cas, il y aura également, euh, lors de la dernière séance de décembre, ce sera une séance en synchrone où Christian Fegelson, Thomas Pillard et moi-même, nous vous retrouverons pour répondre en direct à vos questions et pour discuter avec vous à partir de vos remarques. Alors, trois séances pour aborder la question des analyses esthétiques, c'est un petit peu un défi parce que le domaine est extrêmement vaste. On pourrait passer facilement tout un semestre à étudier ce type d'approche. Certains pourraient même dire toute une vie, tant le domaine est riche, diversifié et inépuisable. Alors, plutôt que de m'atteler à une sorte d'impossible résumé exhaustif des approches esthétiques, ce que je préfère faire, c'est vous inviter à considérer quelques grandes questions qu'on rencontre souvent quand on mobilise l'analyse de films, notamment sous l'angle esthétique, dans le champ du cinéma et de l'audiovisuel. Parmi ces questions, par exemple, qu'est-ce que c'est l'esthétique? Comment analyser des films sous cet angle, quels sont les objets de l'analyse esthétique, ou je dirais les objets privilégiés, hein, puisque la réponse c'est qu'il n'y a pas d'objet qui échappe à ce champ. Quelles sont les conditions de scientificité ou en tout cas de validité et d'appréciation des analyses esthétiques? Est-ce qu'on peut considérer qu'il y a des vérités internes aux œuvres? Existe-t-il une méthode d'analyse que l'on pourrait appliquer à tous les objets? La même méthode? Petit indice, la réponse est non. Quels sont les liens entre la démarche analytique et les théories existantes? Comment articuler les deux? Comment est-ce que peuvent communiquer les analyses esthétiques avec les autres types d'analyses, notamment historiques et culturelles? Euh, Quid des intentions de l'auteur ou des auteurs des œuvres que l'on analyse? Comment leur faire une place ou doit-on leur faire une place à l'intérieur de nos analyses? Euh, en plus de répondre un petit peu à toutes ces questions, ce cours sera aussi l'occasion de visionner un certain nombre d'extraits, la plupart assez courts, qui permettent à la fois d'illustrer les questionnements qui ont été posés et puis aussi de constituer de véritables cas pratiques d'analyse, des exemples d'analyse, voilà, dont vous faites absolument ce que vous voulez selon que vous les trouvez inspirants ou non. Et l'idée, c'est aussi à travers ce cours, bon, de vous amener aussi à une certaine forme de réflexion sur votre propre pratique d'analyse. Je crois que c'est la vocation première de ce cours, pas seulement de mes vidéos, mais également des cours que vous avez reçus de la part de Christian Fegelson et de Thomas Pillard, mes collègues. C'est-à-dire, peu importe les outils que vous utilisez, ils ne sont d'ailleurs pas incompatibles entre eux. Vous pouvez piocher un petit peu dans tous ces types d'outils. L'important, c'est que en master, vous puissiez véritablement être conscient de votre démarche, avoir du recul sur votre démarche et que vous puissiez par exemple l'expliquer
à l'intérieur d'un mémoire de recherche, par exemple. Expliquer pourquoi vous faites ce que vous faites, pourquoi vous mobilisez tel type de discipline, pourquoi vous analysez tel film, pourquoi sous tel angle, en particulier, de manière privilégiée. Hein. On quitte un petit peu le domaine où on faisait les choses spontanément pour ici véritablement accompagner les choses que l'on fait en termes de recherche par une justification qui permet au lecteur ou au récepteur de vos analyses futures de vous suivre et de mieux vous comprendre. Et donc, ce que j'aimerais faire aussi dans ces quelques cours en vidéo, c'est eh bien, à la fois donc vous amener des choses concrètes qui vous aideront à analyser les films et les objets audiovisuels que vous étudiez dans vos mémoires, mais également à vous amener des éléments de réflexion sur ce qu'est l'analyse, en particulier dans le cadre d'un mémoire de master. Parce que ce n'est quand même pas la même chose d'analyser un film ou une production audiovisuelle dans un mémoire de master que vous écrivez en 2 ans, en faisant toutes sortes de recherches à côté, en pouvant voir et revoir les extraits que vous analysez ou les films que vous analysez, en pouvant les recontextualiser par exemple, chose importante. Ce n'est pas du tout la même chose que de faire un exercice d'analyse sur table, comme on le fait à l'université, parce que c'est un bon entraînement, comme on le fait aussi à l'entrée de certaines grandes écoles de cinéma, comme la Fémis ou Louis Lumière, où là, pour le coup, tout ce à quoi vous avez à faire, c'est juste un extrait très court, et vous êtes purement dans l'analyse interne. Sans forcément vous poser des questions de méthode. Hein. Seul le résultat compte d'une certaine façon. Ici, nous, dans le cadre d'un mémoire de master, on se pose des questions de méthode. Dans le cadre d'un travail de recherche, on contextualise et on justifie sa démarche d'une certaine manière, ou en tout cas on l'explique auprès des lecteurs, c'est une chose importante. Alors pour vous aider à ce niveau-là, et là ça ne concerne pas uniquement les approches esthétiques, ça concerne absolument tous les types d'approches, je voudrais vous conseiller un livre qui me semble absolument imparfait pour le niveau master. C'est l'analyse des films, 3e édition, c'est important parce que c'est une édition réactualisée, la précédente datait d'une bonne vingtaine d'années plus tôt, et on peut dire que la réactualisation a été plutôt salutaire puisqu'elle a notamment permis aux auteurs d'inclure dans leur ouvrage des types d'analyse, des types d'approches, comme par exemple les approches culturelles, qui étaient relativement peu présentes il y a encore 20 ou 25 ans dans l'université française et qui aujourd'hui le sont bien davantage. Donc ce livre, voilà, je le montre aussi pour la caméra, c'est la 3e édition revue et augmentée de l'analyse des films, et ce n'est pas un manuel d'analyse de films. Pour ça, il y a d'autres ouvrages qui peuvent vous aider, notamment L'esthétique du film de Giacomo Bergala, Michel Marie et Marc Vernet, qui, à mon sens, alors je trouve relativement discutable pas mal d'ouvrages qui se présentent justement comme des manuels d'analyse de films, avec l'idée que certains sont bâtis sur des présupposés relativement discutable ou en tout cas idéologiquement très marqué. D'autres appliquent des espèces de grilles de lecture qui me semblent un petit peu raides parce que ne prenant pas suffisamment en compte la grande diversité des objets audiovisuels sur lesquels l'analyse peut se produire. Et donc finalement, je trouve que le livre le plus intéressant et le plus riche pour vraiment constituer une sorte de manuel déguisé d'analyse, ou en tout cas pour retrouver énormément d'éléments de réflexion qui permettent d'analyser des films ou des productions audiovisuelles, c'est Esthétique du film de ces 4 auteurs importants dans les études cinématographiques françaises de la fin du XXe siècle. Et là aussi, je vous conseille l'édition 2016, la 4e édition, revue et augmentée, même si celle que je vous tends là, moi je ne l'ai pas la 4e édition, c'est la 3e. Voilà, esthétique du film pour les bases, je dirais, de l'analyse de film, et pour donc la réflexion sur la démarche d'analyse, sur ce que ça implique d'être plutôt dans une démarche, plutôt dans une autre, comment on peut concilier certaines démarches, etc. Et puis aussi pour une espèce de grand panorama, avec un regard critique aussi sur la plupart des grandes approches analytiques des films et des productions audiovisuelles,
c'est l'analyse des films. Donc ça, c'est vraiment spécifiquement pour vous au niveau du master. Si certaines parmi vous se disent mais moi je manque des bases pour l'analyse de films parce que je n'ai pas fait par exemple d'études de cinéma en licence, j'ai fait d'autres études, j'arrive en cinéma en master, comment faire pour me remettre à niveau? Eh bien, je peux vous dire que au second semestre, il y a un cours de licence 1 en amphithéâtre, dans l'amphi B, analyse de film, outils et concepts que je donne. Donc c'est un cours magistral et comme il est en amphithéâtre, ça veut dire que tout le monde peut y aller s'il le souhaite, même s'il n'est pas inscrit au cours. Donc si jamais il y a voilà, des velléités de suivre un cours, je dirais, d'analyse de films basique, vous pouvez très bien venir à ce cours. Alors sera-t-on en présentiel ou non, on ne le sait pas encore. Si le cours a lieu à distance, évidemment, je ferai des vidéos comme celle d'aujourd'hui, donc vous pourrez me les demander. Alors, ce qui compte beaucoup, je crois, dans l'approche analytique des films et des productions de visuels, et le fait qu'on divise ce cours en trois approches distinctes et différentes, approche historique, approche culturelle, approche esthétique, avec Christian Fegelson, Thomas Piard et moi-même, peut créer un petit peu d'ambiguïté à ce niveau-là. Donc là, je crois qu'il faut absolument le dire de manière très nette en préambule. Le fait d'avoir des approches différentes ne veut pas dire que vous êtes obligé de choisir un camp. Il n'y a pas de contradiction majeure dans le fait de piocher les outils, les éléments qui vous semblent pertinents pour analyser vos films et vos productions audiovisuelles qui sont dans votre corpus de mémoire, de les piocher, ces éléments, dans les différents types d'approches et de les mettre en rapport, de les mélanger, de compléter des approches esthétiques avec des approches culturelles ou des approches historiques avec des approches esthétiques, etc. Je vous le dis aussi parce que je crois qu'on trouve aussi dans la recherche, hein, dans des publications critiques ou de chercheurs, des discours qui sont parfois très segmentants, très discriminants, qui impliquent en gros qu'il faille choisir un camp, qu'on puisse pas faire par exemple de gender studies si on fait de l'esthétique, ou au contraire qu'on puisse pas faire d'esthétique si on fait des gender studies. Bon, dans la bibliographie que je vais vous donner aussi avec ce cours, avec cette vidéo, vous verrez qu'il y a un texte d'Alexandre Moussa qui revient justement sur cette fausse distinction, cette fausse polémique et sur les critères de sa construction, hein, entre les approches gender d'un côté et les approches esthétiques de l'autre. Je crois que la base vraiment, c'est de se dire que toutes les approches sont compatibles, toutes les approches peuvent dialoguer les unes avec les autres, et je dirais même en particulier les approches gender et les approches esthétiques. Ce serait parfois très dommage, même en un sens, de pratiquer, quand les objets s'y prêtent, de pratiquer l'une sans l'autre. Donc soyez résistants, je dirais, à tous les discours qui parfois viennent de personnes qui ont un agenda idéologique, notamment dans le milieu universitaire, pour imposer une discipline aux dépens d'une autre, hein, de taper sur une discipline, de la discréditer pour faire passer une autre discipline au premier plan. Bon, tout ça, c'est peut-être un petit jeu social qu'on peut comprendre à certains niveaux, mais en tout cas, sur le plan intellectuel, sur le plan théorique, sur le plan analytique, ça aurait des effets désastreux. Donc surtout, voilà, soyez résistants par rapport à ce type de discours si vous les rencontrez, et amusez-vous à être hyper curieux et à mêler les apports de toutes les disciplines et de toutes les approches analytiques. Et en ce qui concerne l'analyse esthétique, en fait, moi je pense que ce cours finalement est plus là pour vous amener, comment dire, un regard sur une façon de se rapporter sur le plan sensible et intellectuel aux films et aux productions audiovisuelles, une façon de mobiliser son intelligence et sa sensibilité, qui n'est pas du tout incompatible avec d'autres façons de le faire. Pour bien le comprendre, je n'hésiterai pas d'ailleurs à, dans ce cours, faire des liens avec également des éléments qui viennent d'autres disciplines et d'autres approches.
Ce cours se présente avec une bibliographie que vous trouverez sur l'espace de cours eCampus, une bibliographie qui est évidemment non exhaustive et qu'il serait bien que vous ayez sous les yeux quand vous regardez cette vidéo parce que cette bibliographie comporte des noms d'auteurs, des références d'ouvrages que je vais faire l'économie de noter sur le document Word qui est ouvert ici. Dans ce cas, à chaque fois que je vous parle d'un auteur, si vous avez un doute sur son orthographe, par exemple Nietzsche, vous pouvez retrouver le nom de cet auteur et les principaux ouvrages que j'ai cités directement dans la bibliographie. Et puis je vais vous mettre aussi sur eCampus un certain nombre de petits textes, d'extraits d'ouvrages ou d'articles fameux qui peuvent vous permettre de prolonger certains points sur les approches esthétiques, les approches philosophiques, les approches sur la théorie de l'art de façon plus générale, puisque l'esthétique finalement englobe un petit peu tout ça. Et il n'y a pas d'obligation dans le cas de figure de cette année, de lire tous ces textes que je vous mets sur eCampus, mais je vous les donne quand même parce que je pense que ça peut être extrêmement intéressant pour vous pour approfondir certains points, et puis aussi ça peut être intéressant pour vous dans vos recherches de mémoire, simplement de les connaître, d'avoir accès à ces textes. Donc je vous en donne beaucoup, mais en vous enlevant l'obligation de les lire pour le partiel à distance, l'analyse de Pierrot le Fou. Ce n'est pas grave si vous n'avez pas lu l'ensemble de ces textes. Si vous les lisez, vous trouverez peut-être des petites choses qui vous permettront voilà, de réfléchir de manière plus productive, qui sait. Mais ça n'est pas un prérequis. Voilà. Alors, ce qu'on appelle analyse esthétique, pour résumer, ce sont les analyses qui prennent en compte, qui mettent au centre de l'attention, les opérations de mise en forme dans les films et les productions audiovisuelles, c'est-à-dire notamment les opérations de mise en scène, les opérations de montage et les opérations de mise en relation entre image et son. Donc on s'intéresse, quand on fait de l'analyse esthétique, essentiellement à ce type d'opération de mise en forme et aux effets sensoriels et signifiants que ces opérations entraînent. C'est le moment en fait où on prend vraiment en compte le fait que si on est face à un film de fiction qui raconte une histoire, on n'est pas juste face à une histoire qu'on pourrait retrouver sous n'importe quel autre médium, en littérature, au théâtre, etc. Ou si on veut analyser une image, on n'est pas juste face à une image au sens large, ce n'est pas une photographie, ce n'est pas un tableau de peinture, etc. Il peut y avoir des liens, mais on est face à un film ou une production audiovisuelle. Je ne vais pas le dire à chaque fois, mais entendez bien qu'à chaque fois que je dis film ou œuvre de cinéma, ce que je dis peut s'étendre à d'autres types d'objets audiovisuels. On est face à un film et donc on est face à un langage spécifique, une façon particulière de composer les images, notamment parce qu'elles sont en mouvement, et parce que ces images, elles font l'objet d'un montage, c'est-à-dire d'une mise en relation spécifique qui crée des effets, qui crée des significations. Donc il y a une façon particulière de manipuler le mouvement, le temps et l'espace qui est propre au cinéma, qui passe par la mise en scène, le montage et les rapports entre image et son. Et c'est ça en particulier, c'est ça de manière en priorité plutôt, l'objet des analyses esthétiques. Alors tout de suite, pour que ça soit un petit peu moins aride et puis pour donner un exemple immédiat de cette démarche, un exemple très simple, très basique. Je vais vous proposer de regarder quelques petits extraits et de les analyser rapidement, sans pas forcément de manière très exhaustive. Et le premier, c'est un extrait du film Que la bête meurt, réalisé par Claude Chabrol en 1969. Donc Claude Chabrol a été un des grands instigateurs de la nouvelle vague française. Il a été un de ces jeunes critiques des cahiers du cinéma dans les années 1950, qui est passé à la réalisation à partir de 1959-1960, comme Jean-Luc Godard, François Truffaut, Jacques Rivette, réalisation de longs métrages, s'entend, qui a
assez vite bifurqué par rapport à ses collègues. Je parle notamment de Godard et de Rivette, qui ont exploré des voies modernistes parfois assez pointues, assez intransigeantes à l'intérieur du cinéma des années 1960. Et Claude Chabrol, lui, peut-être un petit peu à la manière de Truffaut, mais d'une autre façon, s'est rapproché beaucoup des genres populaires. Il a investi vraiment, notamment dans un grand cycle de films qui constitue parmi ses chefs-d'œuvre à la fin des années 1960, avec des films comme Juste avant la nuit ou La femme infidèle, et Que la bête meurt en est un fleuron. Il a investi donc le registre du polar, du film criminel, etc. Suivant cela, en quelque sorte, un cinéaste qui a eu une énorme influence sur les critiques de la nouvelle vague, parce que justement il révélait tous les pouvoirs de la mise en scène et du montage, notamment dans un système de production très contraint et très commercial, qui était le système hollywoodien, et ce cinéaste, c'est Alfred Hitchcock. Et comme lui, Claude Chabrol, en fait, est revenu à des histoires qui sont des histoires qu'on peut retrouver énormément au cinéma, ou même dans la littérature populaire, hein, des histoires criminelles, des assassins, des énigmes, etc., des drames bourgeois. Et il a, comme Hitchcock, en fait, il a exploré tous les pouvoirs de la mise en scène et du montage pour enrichir, approfondir, à partir de ces histoires qui constituent le matériau de base, une vision du monde, une vision de la condition humaine qui passe essentiellement donc, par les moyens propres du cinéma. C'est l'occasion de rappeler aussi parce que parfois on donne une vision un peu élitiste de la nouvelle vague, mais à quel point c'était un courant à la fois critique et cinématographique qui a toujours énormément dialogué avec le cinéma populaire, qui a introduit une nouvelle façon de le considérer, une nouvelle façon de le légitimer aussi. Donc la trajectoire de Claude Chabrol à cet égard, elle est extrêmement intéressante, même si Chabrol a une œuvre globalement inégale. Il a plus d'une cinquantaine de longs métrages à son actif. Tous ne sont pas des chefs-d'œuvre, mais c'est dans tous, en tout cas, on retrouve ce goût pour véritablement mettre en avant la mise en scène et le montage, et pour créer des choses essentiellement par la mise en scène et le montage. Donc c'est un très bon exemple pour montrer qu'une histoire n'est pas la même selon la manière dont on la filme. Et là, ce qu'on va visionner, en fait, c'est le début du film, Que la bête meurt. Donc, je n'ai pas besoin de vous dire quoi que ce soit pour remettre dans le contexte narratif. On va être particulièrement sensible à la composition des images, aux opérations de montage, et aussi, pourquoi pas, un petit peu à la musique qui accompagne cette séquence. Alors, pour mieux la visionner, je vais désactiver la vignette sur laquelle j'apparais. Voilà qui est fait.
Voilà donc pour cette première séquence. Et évidemment, vous n'êtes pas devant moi pour que je vous pose la question, mais si je vous la posais, la question suivante, avez-vous senti avant l'accident que ce dernier allait se produire? Vous diriez probablement oui, je pense. Puisqu'il y a un clair effet d'anticipation ici qui est provoqué. Cet effet d'anticipation, il est provoqué par une méthode de montage qu'on appelle, un procédé de montage qu'on appelle le montage alterné. Le montage alterné, c'est un type de montage qui fait se succéder à l'écran alternativement deux actions qui sont censées se produire au même moment, mais pas dans le même espace, pas au même endroit. Et nous suivons, nous, spectateurs, ces deux actions en parallèle. Mais attention, ce qu'on appelle montage parallèle au cinéma, c'est un peu différent. C'est la mise en relation de deux images qui n'ont pas grand-chose à voir en termes fictionnels et qui permet de créer du lien entre elles. Mais on y reviendra peut-être un peu plus tard dans ce cours. Donc ici, il y a d'un côté cet enfant, le parcours de cet enfant qui remonte de la plage après s'y être amusé, et le parcours de cette voiture qui est conduite par un homme avec une femme à ses côtés et plusieurs éléments dans l'image, comme par exemple le gros plan sur le levier de vitesse où c'est ce type de plan avec la caméra à l'avant de la voiture qui la montre comme une espèce de gros monolithe noir qui avance à toute vitesse sur ces petites routes de campagne, nous suggère que le dit conducteur eh bien, enfreint la plupart des règles de conduite prudente et qu'il conduit, pour le dire autrement, trop vite. Donc le fait que ces deux images alternent, que ces deux actions indépendantes a priori alternent, nous fait bien sentir qu'il y a un moment où les deux vont se retrouver. Et cette anticipation, elle est également portée par d'autres indices, notamment ce plan sur le cimetière de la ville, hein, qui charge aussi la rencontre à venir d'une note funèbre. Et puis dans la bande son également, c'est un des 4 chants sérieux de Brahms, qui est ici interprété par Kathleen Ferrier. C'est les chants sérieux, Brahms, donc un compositeur de musique romantique au XIXe siècle, les a composés à partir du moment où sa femme était morte. Donc ce sont des chants funèbres. Alors, vous me direz, on n'est pas obligé de le savoir, ça, parce qu'on n'a pas forcément cette culture-là, et qu'on l'ait ou non, en fait, on peut faire la recherche. En tout cas, les crédits du générique nous indiquent quel est le morceau que nous entendons. Mais en tout état de cause, même si on n'effectue pas cette recherche, et même si on ne connaît pas le morceau de musique classique qui est entendu uniquement sur les plans de la voiture, hein, d'ailleurs, parce que c'est elle qui porte la mort, eh bien, on peut très bien s'en tirer en disant tout simplement que c'est une musique qui a une tonalité tragique et funèbre. Il n'y a pas besoin ici de connaissances particulières pour s'en rendre compte.
Alors, en termes de composition des images, ce qui est intéressant aussi, hein, c'est de voir que eh bien, Chabrol insiste beaucoup aussi sur la rencontre à venir, pas seulement donc en termes d'alternance entre deux actions que nos réflexes spectatoriels nous attendent enfin nous permettent d'attendre de voir qu'elles se réunissent, mais également à travers la composition des images elles-mêmes, une composition plastique qui n'est pas laissée du tout au hasard, notamment parce que ben, quand la voiture passe, elle passe de droite à gauche hein, sur l'écran, comme ici. Et lorsqu'on va retrouver l'enfant dans le plan suivant qui alterne, l'enfant, lui, il va de gauche à droite. À nouveau la voiture de droite à gauche, etc. Alors là, vous me direz, ça c'est très subtil. C'est pas forcément quelque chose qu'on conscientise au moment où on regarde le film. Je vous dirais absolument, certes, il faut peut-être même visionner cette séquence plusieurs fois pour vraiment s'en rendre compte. Mais en tout cas, ça joue sur l'énergie que l'on sent dans cette séquence. Il y a des mouvements contraires, il y a des mouvements qui vont l'un vers l'autre, hein, de droite à gauche d'un côté, de gauche à droite de l'autre, et ce sont des choses que nous, spectateurs, nous sentons, même si nous ne l'intellectualisons pas forcément, notamment lors de la première projection. Il ne faudra jamais oublier ça, que le cinéma, c'est aussi et surtout un univers de sensations, et que un metteur en scène, un monteur, un concepteur de film, c'est quelqu'un qui sculpte les sensations de ses spectateurs, c'est quelqu'un qui fait ce que Hitchcock aurait appelé de la direction de spectateurs. Donc le cinéma, c'est aussi de l'énergie, du mouvement et du rythme. Et là, on sent bien que s'il y a deux mouvements qui vont l'un vers l'autre. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que du coup, ces deux mouvements allant l'un vers l'autre font que finalement, l'accident n'est pas vraiment une surprise. Il y a plutôt ce qu'on pourrait appeler un effet de suspense qui est mis en place, c'est-à-dire une grande tension liée à l'anticipation de quelque chose que l'on sent inéluctable. La différence entre suspense et surprise, c'est si vous avez euh, une, euh, une scène avec deux personnages qui discutent à la table d'un café et que d'un seul coup une bombe explose, là vous avez en quelque sorte un effet de surprise. Si au contraire, dès le début de la scène, pendant que les personnages se parlent, vous avez montré au spectateur qu'il y a une bombe sous la table, là vous avez un effet de suspense puisque l'ensemble de la séquence est guidé par une anticipation particulière. Et c'est le cas ici, hein. On est dans le cas de l'anticipation. Donc il y a un effet qui est produit, qui est un effet de suspense plutôt qu'un effet de surprise. Si un autre choix de mise en scène avait été adopté, par exemple si on avait pris l'ensemble de cette séquence uniquement du point de vue de l'enfant, en montrant tout le parcours de l'enfant de la plage jusqu'au village, ou inversement, si on avait complètement laissé de côté l'enfant et qu'on avait montré uniquement le parcours de la voiture avec ses deux occupants, etc., jusqu'à l'arrivée sur la place du village, et que là l'accident s'était produit, cet accident serait intervenu comme une surprise. Or, ce n'est pas le cas, puisque nous avons les deux actions concomitantes grâce au montage alterné. C'est donc un effet de suspense qui est provoqué, un effet d'anticipation angoissée. Et donc, on est vraiment là en train de faire l'analyse esthétique, puisqu'on n'est pas seulement en train de témoigner de l'impression qu'on a eue devant le film, l'impression subjective, on est en train de regarder quel est le type de composition à l'intérieur du film qui nous a provoqué cette impression. Donc il y a la production d'un effet grâce au montage alterné, un effet de suspense plutôt que de surprise, et il y a aussi la production d'une signification qui va avec, ou d'une sorte de vision du monde qui va avec le montage alterné. C'est le fait que, au fond, cet accident n'en est pas vraiment un. C'était deux trajectoires programmées pour se rencontrer. Ce que le montage alterné produit comme signification ici, c'est que nous sommes face à l'expression du destin. Nous ne sommes pas face à un pur hasard, à quelque chose de totalement fortuit ou accidentel. Nous sommes face à quelque chose qui devait se produire. Et nous l'avons senti pendant 3 minutes avant que la chose se produise. Pardon. C'est l'effet du destin, et comme on est dans un scénario de film noir, hein,
comme on est sur les traces d'un film criminel, avec, qui a quelque chose de l'ordre d'une tragédie grecque, eh bien, l'idée d'exprimer que c'est le destin en marche ici qui a provoqué cet accident plutôt que le pur hasard, c'est quelque chose effectivement de très puissant. C'est la production d'une signification que le montage alterné nous amène. Et encore une fois, qu'un autre choix de mise en scène, par exemple le fait de rester uniquement avec l'enfant ou de rester uniquement avec les occupants de la voiture, n'aurait pas amené. Que la bête meurt, qui est un film donc absolument remarquable, eh bien c'est un film qui va raconter le parcours du père de cet enfant, qui une fois que l'enquête de la police est close faute d'indices, va lui-même mener l'enquête avec l'idée de retrouver la personne qui a tué son fils et de se venger lui-même avec tout le conflit moral de cette position, c'est-à-dire sera-t-il capable, lui, un homme lambda, un monsieur tout le monde, a priori, de tuer un homme s'il le rencontre. Et tout ce qui est enfin, le côté extrêmement intéressant aussi dans cette quête, c'est qu'à partir du moment où il va identifier cet homme, il va se rendre compte que cet homme, incarné par Jean-Yann, est un être d'une nature tout à fait particulière. Mais bon, là, je vous en dis trop. Je vous laisse découvrir le film dans son ensemble, si ça vous intéresse. Le propos que je voulais servir pour le cours, il est en tout cas lui de son côté clos, hein, c'est-à-dire que nous analysons quand nous parlons d'esthétique des choix de mise en scène qui ont un impact sur les effets ressentis par les spectateurs et qui ont un impact sur les significations charriées par le film. Je vous propose à présent de voir un autre extrait qui est celui du film très récent, hein, de Laszlo Nemes, film de 2015, Le fils de Saul, qui a eu le Grand Prix du jury à Cannes l'année 2015, qui est si je ne me trompe pas, le premier long métrage de ce jeune cinéaste hongrois. Là encore, je ne vais pas vous en dire trop parce que je vais vous montrer le tout début du film. On va pouvoir faire comme si on entrait dans la salle ensemble et qu'on le découvrait. On va regarder donc 2 minutes au début du Fils de Saul 2015. Et on va se poser des questions liées à notamment, je vous le dis un petit peu de manière anticipée, à la profondeur de champ et à la question du hors-champ. Et donc ce sont aussi des questions qui sont liées à la relation entre image et son, évidemment, puisque une des façons pour le hors-champ d'exister au cinéma, c'est par le son. J'avance un petit peu.
Voilà, alors je reviens au début hein, pour donc dire que cet extrait, d'abord, si on veut l'analyser sous l'angle esthétique, il faut bien prendre en compte que c'est un plan séquence, hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de coupe pour déplacer la caméra, la mettre à un autre endroit. C'est un plan séquence de 2 minutes, particulièrement complexe, puisqu'il y a un très grand nombre de figurants, une architecture de décor particulièrement complexe également. Et puis tout le monde est en mouvement, donc il faut une très très grande synchronisation pour ce faire. Autrement dit, ça c'est une interrogation sur le geste créatif, c'est-à-dire l'idée aussi que la démarche esthétique, c'est sans forcément se mettre à la place de l'auteur, parce qu'on n'est jamais dans la tête de l'auteur, et c'est pas forcément d'ailleurs intéressant de s'y trouver. C'est quand même un questionnement vivant, en fait, la démarche esthétique, sur pourquoi ce choix plutôt qu'un autre, hein, d'une certaine manière. Surtout quand le choix en question semble beaucoup plus compliqué à mettre en œuvre qu'un choix plus banal, comme celui de faire un découpage avec des plans larges, des gros plans, en déplaçant la caméra, en ayant des plans de 10 secondes à chaque fois, au lieu d'un plan séquence de 2 minutes, qui a dû être répété sans doute un nombre incalculable de fois avant que l'on puisse capturer une prise de vue dans laquelle tout se passe comme le cinéaste l'avait voulu. Alors pourquoi ce choix du plan séquence? Eh bien, déjà peut-être pour la question de la fluidité et de la continuité dans l'action qui nous est présentée, qui est une action euh, pour laquelle la question de la fluidité et de la continuité est très importante. Pourquoi? Parce que on est en train de conduire des gens qui viennent d'arriver, de descendre du train, des juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, qui viennent d'arriver à Auschwitz, et on les conduit à la chambre à gaz. Et à Auschwitz, le camp d'extermination parmi les plus connus de la Seconde Guerre mondiale, hein, un des plus tristement fameux. Auschwitz, c'était une usine de mort, c'est-à-dire qu'il y avait quelque chose qui était de l'ordre de la production industrielle de la mort, avec quelque chose d'extrêmement réglé, où tout le monde, à part ceux qui arrivent et que l'on doit guider, hein, cette espèce de troupeau humain finalement, hein, que l'on amène à l'abattoir, eh bien tout le monde sait ce qu'il doit faire, sait où il doit se placer, sait comment il doit encadrer l'essentiel de cette action. C'est une machine bien huilée en fait, et c'est comme ça qu'il faut vraiment l'analyser, parce que c'est là que se situe en fait la spécificité du phénomène historique qu'est Auschwitz, ou qu'est le phénomène de l'extermination de masse pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce n'est pas la première fois que des hommes donnent la mort à très grande échelle à d'autres hommes. C'est peut-être la première fois, en tout cas la fois la plus euh, remarquable et la plus conscientisée dans l'histoire occidentale, dans laquelle ce processus de mise à mort se fait de manière industrielle et rationnelle. Et comment est-ce qu'on sait tout ça finalement? Je vous dis, c'est Auschwitz, c'est un camp d'extermination. Eh bien, je pense que je ne vous l'apprends pas. Je crois que vous l'avez vous-même perçu lorsque vous avez regardé ces 2 minutes. Et pourtant, c'est peu dire que le film nous donne finalement très peu d'indices à ce niveau-là. Aucun dialogue, très peu, aucun plan large,
Donc là aussi, on va interroger l'esthétique du gros plan. Quand on peut voir derrière le personnage, eh bien en fait on ne voit pas grand-chose parce que comme vous le voyez ici, eh bien la mise au point est toujours faite sur le personnage. C'est pour ça que la question de la profondeur de champ est importante parce que ça veut dire que l'arrière-plan est toujours dans le flou. Ce qui traduit bien finalement l'espèce d'hébétude, l'espèce d'isolation sensorielle, une forme d'impassibilité morale dans laquelle se trouve ce protagoniste qui est tout le temps à l'écran et pour lequel, en fait, eh bien, tout ce qui se passe autour de lui, c'est pas que c'est pas important, mais on imagine que ça se passe comme ça tous les jours et que c'est devenu quelque chose de totalement banal et qu'il a de toute façon absolument pas le moyen moral de s'intéresser par exemple à tous ces êtres humains qui défilent et qui ne sont que des silhouettes floues promises à une disparition prochaine. Autrement dit, le gros plan sur ce personnage, le fait d'être un peu dans ce rapport obsessionnel à toujours le maintenir dans le cadre, avec le fait qu'autour de lui ce soit flou, eh bien c'est une façon, c'est un choix créatif qui nous immerge particulièrement bien dans son rapport au monde, dans son rapport à l'espace, dans son rapport aux autres. Mais vous disais-je tout à l'heure, pourquoi arrivons-nous à savoir tout ça, à savoir que c'est Auschwitz, à savoir que c'est un camp d'extermination, à savoir que le personnage que nous avons devant nous est un Sonderkommando? Eh bien parce que nous récoltons des indices visuels, parce que nous avons vu passer des figurants avec une étoile jaune, d'autres avec un uniforme rayé. Ici, on a vu passer quelqu'un en uniforme, c'est un SS, et on a vu comment le personnage se réagissait à ça, c'est-à-dire par une sorte d'obséquiosité effrayée hein, vis-à-vis de la terreur que lui inspiraient les SS, qui étaient les gardiens du camp. Et donc nous avons assez de connaissances historiques sur cette période en tant que sujet humain du début du XXIe siècle pour tout reconstituer. Nous n'avons pas besoin que le film nous l'explique. En tout cas, le film a pris le parti de ne pas nous l'expliquer et de se fonder donc pour notre compréhension de la situation sur un savoir historique et culturel diffus, qui est a priori le nôtre dans notre civilisation, tellement l'extermination des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, de quelques autres populations, mais principalement des Juifs, est un événement absolument central et encore très proche dans le temps pour comprendre notre civilisation. C'est la caméra, en quelque sorte, qui, ici, nous amène dans ce monde-là à travers l'expérience subjective du héros. En cela, on peut voir l'esthétique au sens d'un style, c'est-à-dire un style qui est très présent aussi dans le cinéma d'auteur contemporain des 20-30 dernières années où, avec notamment les caméras numériques, très légères, etc., on s'est mis à faire, alors parfois des plans séquences, oui, mais notamment on s'est mis aussi, également à beaucoup suivre avec les caméras qui peuvent faire le point elles-mêmes en autofocus, à beaucoup suivre des personnages avec ce qu'on appelle parfois des plans nuques. Hein. C'est-à-dire, en gros, garder toujours le personnage au centre du cadre et voir le monde défiler autour de lui, c'est-à-dire être vraiment immergé dans la façon dont le personnage habite le monde. Et ça, c'est peut-être finalement une des expressions les plus fortes de la subjectivité au cinéma, peut-être beaucoup plus que la caméra subjective au sens strict qui souvent passe pour un artifice. Et finalement, c'est une façon très efficace et très subtile aussi de nous amener à l'intérieur du rapport au monde de ce personnage Saul, tout en gardant aussi une certaine ouverture du sens. Et c'est beaucoup plus fort et beaucoup plus intéressant, en tout cas dans ce cas de figure, que par exemple d'accompagner la trajectoire de Saul par une voix off ou par une musique qui nous serait censée ici témoigner de son état d'âme. Saul est un mystère en fait. Qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il ressent bon, voilà, j'ai parlé d'impassibilité, j'ai parlé de neutralité, ça semble évident, mais est-ce qu'on peut dire que c'est quelqu'un qui manque d'empathie? Non, c'est simplement quelqu'un qui est dans un univers absolument sordide, dans lequel des milliers de personnes meurent chaque jour sous ses yeux, et il est obligé
de participer à ça. Donc il est dans une situation morale extrêmement complexe et difficile, peut-être la plus compliquée qu'il soit donné à un être humain d'expérimenter un jour, et peut-être que sa défense, au fond, morale, pour simplement survivre et ne pas devenir complètement fou, c'est l'impassibilité. Hein. Peut-être que le contexte va dans ce sens-là. C'est ce qu'on peut éventuellement comprendre par rapport à ce début de film, et le reste du film d'ailleurs confirme plutôt cette hypothèse, mais cette impassibilité, elle se comprend aussi par le fait que Saul est un Sonderkommando, c'est-à-dire ce qu'on appelle un juif du travail. C'est un de ces jeunes hommes, entre 20 et 35 ans, hein, de bonne constitution, qu'on n'envoyait pas directement à la chambre à gaz comme tous ses coreligionnaires ou compatriotes qui défilent ici devant lui un par un comme des silhouettes anonymes, à la descente du train. Au contraire, on les conservait quelques mois et on les faisait travailler justement dans la chaîne d'extermination. Ils étaient bien évidemment obligés de s'exécuter, sinon on les tuait d'emblée. Hein. Donc la volonté de survivre et peut-être l'espoir de s'échapper eh bien, faisait que ces jeunes hommes vivaient quelques mois ce sort extraordinairement cruel d'accompagner en connaissant le sort vers lequel il les guidait, des compatriotes, parfois même des gens de la même ville, etc., qui descendaient du train vers leur mort immédiate et certaine. Et la solution ici qu'a adoptée Laszlo Nemes, c'est aussi une solution qui est très forte sur le plan éthique. C'est de dire, on ne va pas faire, certes on a reconstitué un décor, certes on a des figurants, certes on a des costumes, etc. Mais en fait on n'est pas là pour vous montrer ça. On n'est pas là pour vous montrer la belle ouvrage qu'on a constitué. Regardez comme notre camp de la mort est réaliste, regardez comme le décorateur, le costumier ont bien travaillé, etc. Parce qu'il y a quelque chose d'un petit peu obscène là-dedans. Et c'est un petit peu ce qu'avait souligné déjà Claude Lanzmann, le réalisateur du très grand film documentaire Shoah, quand il disait notamment que la fiction était impropre à parler d'Auschwitz. Finalement, l'usine de mort qu'était Auschwitz, c'était de la belle ouvrage, entre guillemets. Hein. C'était le déploiement de compétences professionnelles extrêmement bien organisé. Et si un film fait la même chose d'une certaine façon pour nous montrer ça sous un œil totalement ingénu, ça pose un peu des questions en termes de représentation. Hein. Et c'est effectivement c'est pas un hasard aussi si la question des camps d'extermination a été une des grandes situations narratives dans le cinéma de fiction qui ont posé des problèmes de morale de mise en scène. Et notamment, on connaît l'article de Jacques Rivette de l'abjection sur le film de Gillo Pontecorvo, Capot, dont je vous parlerai un petit peu plus tard, qui pose justement l'idée que le choix créatif d'un metteur en scène, quand il filme quelque chose d'aussi grave et d'aussi brûlant, c'est pas seulement un choix esthétique, c'est aussi un choix éthique, ou plutôt l'esthétique et l'éthique se confondent en fait, puisque le choix créatif va porter avec lui la vision de la situation, la vision du monde. Or ici, quel est le choix éthique qu'a fait Laszlo Nemes? C'est pas celui de nous montrer sa magnifique reconstitution, un grand coup de plan large et de grands spectacles ou de musique triste pour nous émouvoir de façon pavlovienne. Il a pris le parti de dire cette histoire vous la connaissez déjà, maintenant je vais vous immerger dans le monde de quelqu'un qui l'a vécu de l'intérieur en étant Sonderkommando. Pas une victime de l'extermination au sens, je dirais, le plus direct du terme. On n'est pas ici dans la peau de quelqu'un qui découvre le camp, c'est comme si on le connaissait déjà, comme si avec le personnage on n'avait pas besoin de se repérer dans sa géographie complexe parce qu'on savait précisément où aller, quoi faire, parce qu'on répète ces choses-là tous les jours. Et d'une certaine façon, cette façon de présenter Auschwitz à travers le rapport au monde d'un Sonderkommando qui l'expérimente, eh bien, c'est à la fois une position esthétique et une position éthique. L'histoire qu'on nous raconte, ce n'est pas l'histoire d'Auschwitz pour les nuls, entre guillemets, hein, ce n'est pas un film qui entend éduquer son spectateur à ce sujet, c'est l'histoire d'un homme plongé à l'intérieur de cet enfer. Et c'est là qu'on voit que la façon de filmer, en fait, change l'histoire,
que l'on raconte. L'histoire n'est jamais livrée toute seule, l'histoire n'est jamais neutre. Sidney Lumet, le grand réalisateur américain, réalisateur notamment de films comme Serpico, Network ou Le Prince de New York, écrivait dans un très beau livre sur la pratique de son métier qui s'intitule Faire un film. Si vous changez d'objectif, vous changez l'histoire. Vous filmez la même chose mais avec un objectif différent, l'histoire est différente. Mais oui, en effet, ici, si le flou, il n'est pas sur les personnages en arrière-plan, mais il est sur Saul, et que ce sont les personnages en arrière-plan qui sont dans le net, et que c'est eux que l'on suit finalement, eh bien, on raconte leur histoire à eux et pas celle de Saul. Or, c'est le rapport au monde de Saul, ici, qui intéresse le réalisateur. Et c'est une façon aussi de dialoguer avec notre mémoire de spectateur, avec le retentissement du phénomène historique qui a été la Shoah dans notre conscience collective, et c'est là qu'on voit à quel point les approches esthétiques, c'est-à-dire celles que l'on fait actuellement, en insistant notamment beaucoup sur le plan séquence, facteur de continuité, la profondeur de champ, le jeu avec la profondeur de champ et avec le flou qui crée une isolation sensorielle, et le fait de reléguer quasiment tout de la grande machine de mort dans le hors-champ, parce que c'est du déjà connu et qu'on n'a pas forcément besoin de le voir, mais ça existe quand même, et bien tout ça, ça dialogue, c'est de l'approche esthétique certes, mais ça dialogue très très bien avec une approche historique. Une approche par exemple cinéma et histoire, qui vise à se demander comment en 2015, dans l'état des connaissances historiques, dans l'état de la conscience collective contemporaine, on peut mettre en scène le camp d'Auschwitz. Voilà donc un exemple de dialogue productif entre approche esthétique et autres types d'approche analytique. Je m'arrête avec le fils de Saul. Je suis désolé de vous montrer des extraits qui montrent des choses qui sont très belles sur le plan de la réussite artistique, mais qui ne sont pas forcément extrêmement joyeuses à voir. Hein. La mort d'un enfant d'un côté et des gens amenés dans une chambre à gaz de l'autre, je m'en rends compte. Donc je vais vous montrer quelque chose d'un petit peu moins grave avec le dernier extrait ici, pour parler des fondements de l'analyse esthétique. Cet extrait, c'est un très court extrait d'un très très beau film qui s'intitule Casino de Martin Scorsese en 1995. C'est un film très riche en termes d'utilisation des formes filmiques. C'est un film que j'utilise très souvent dans les cours d'analyse parce que on y voit vraiment déployer de façon à la fois très visible et en même temps très riche et très productive, très approfondie, la plupart des grands moyens d'expression de la mise en scène et du montage au cinéma. C'est un petit peu, pour dire, une forme de best-of de Martin Scorsese, ce film, est vraiment à bon escient parce que c'est vrai qu'il y a des films parfois qui veulent aussi être un peu ça, qui veulent en mettre plein la vue en termes de mise en scène et de montage. C'est pas forcément toujours accordé au sujet, mais là en l'occurrence, ça l'est totalement puisque on parle en fait du trajet de plusieurs personnages qui sont des mafieux, des prostituées, des gangsters, des patrons de casinos dans le Las Vegas des années 1970, à une époque où Las Vegas est une forme de la ville du jeu, hein, est une forme de presque d'État sans foi ni loi, ville du crime, ville des excès en tout genre, ville des lumières, des néons, du mouvement, ville qui ne dort jamais, et donc là effectivement une forme filmique exubérante, très démonstrative, est en plein accord en fait avec le monde dans lequel la fiction nous immerge. Bon, je vous raconte pas toute l'histoire de Casino. Je veux juste vous montrer un assemblage entre quelques plans. Donc c'est un extrait très court. Ça arrive vers la 16e minute du film et ça s'inscrit, même si c'est pas le tout début du film, ça s'inscrit très bien dans ce qu'on a déjà vu par exemple dans Le Fils de Saul, c'est-à-dire dans l'idée de la présentation d'un protagoniste, la présentation d'un personnage qui n'est pas qu'une affaire de scénario évidemment, qui est beaucoup une affaire de mise en scène et de montage. Alors, ce qu'on va regarder dans cet extrait, on va être attentif notamment au mouvement de caméra, au montage, et puis on pourra également parler un petit peu de la musique. Donc j'ai un extrait prédécoupé, j'espère qu'il va bien fonctionner.
Alors attendez, je vais vous le remettre avec les sous-titres. C'est pas forcément très grave si les sous-titres n'apparaissent pas, mais on va voir tout de suite. A tremendous earner for these guys. As soon as he took over, he doubled the fucking drop. With Ace, the casino never saw so much money. And the bosses, they couldn't be happy. I got $700. Don't you mess with me, but you don't get out. Everybody goes on the 7-month. A tremendous earner for these guys. The 7 doctors As soon as he took over. Ok, c'est un échec un peu, ma tentative, parce que les sous-titres ne sont pas suffisamment précis pour bien comprendre le sens de la séquence, et en plus, ça s'est arrêté juste avant la fin du fondu enchaîné, donc je vous demande de m'excuser. Je vais vous remontrer l'extrait dans son contexte d'origine, dans le fichier général du film. Voilà, on va juste le retrouver. Ok, ça c'est bon, ça va partir. Listen, with me protecting Ace, he made a fortune for the bosses. on the 7 hours, I mean, that's what got him to Vegas. on the 7 days, He was a money machine. on the 7-month. A tremendous earner for these guys. The 7 doctors As say soon as he took over, he doubled the fucking drop. you were born for good luck. With Ace, the casino never saw so much money. You see, And the bosses, they couldn't be I happy. got $700. Don't you mess with me, but you don't get out. Everybody knows it. Voilà, alors, ça va très vite, et il y a plusieurs moments qu'on va détailler. Le premier, c'est un grand mouvement de caméra circulaire qui va des machines à sous jusqu'aux tables de jeu. Il y a un côté aérien, un côté un peu vertigineux aussi, un peu étourdissant, je dirais, hein, à travers ce mouvement très complexe. Là aussi, pas un mouvement très facile à mettre en place au tournage, hein, vous pouvez l'imaginer, donc on peut revenir sur le geste créatif là aussi en s'interrogeant à ce niveau-là. C'est ensuite suivi d'un moment de montage très rapide. Je suis revenu en arrière, là, comme vous l'avez senti. Donc après ce mouvement de caméra relativement long, hein, finalement, voici une douzaine de plans qui s'enchaînent à un rythme effréné. Et à la fin, nous avons un travelling circulaire autour du personnage principal dont il est question. C'est son ami qui le décrit dans la voix off. Il est incarné par Robert De Niro, évidemment. Il a un fondu enchaîné avec un dé qui se jette sur un tapis. Voilà. Alors, si on revient un petit peu en détail sur l'analyse que l'on peut faire de ces choix créatifs, on a déjà parlé du côté étourdissant, d'une sorte d'ivresse que sous-tend ce mouvement de caméra qui balaye les espaces de jeu. Donc il y a la fluidité, il y a le caractère un peu vertigineux, hein. Ensuite, on a ce montage très rapide qui, lui, peut-être intervient moins au niveau sensoriel qu'au niveau intellectuel. À la fois, la rapidité est quand même le signe de l'accumulation, et ça c'est quelque chose que l'on sent, mais on a un petit travail à faire en tant que spectateur pour bien comprendre ce dont il s'agit au moment de ce montage rapide, parce qu'en fait il s'agit de la transformation de quelque chose en quelque chose d'autre. La transformation des cartes à jouer et des jetons, qui ne valent rien au sens strict a priori, hein, mais qui sont la monnaie de ce royaume du jeu qu'est Las Vegas. Ce à quoi on assiste, c'est la transformation de ces espèces de jouets pour adultes que sont les cartes et les jetons en du vrai argent, hein, en des billets de banque et en des pièces sonnantes et trébuchantes. Voici donc, je vous le remets avec le son un petit coup.
drop. You were born for good luck. With Ace, the casino never saw so much money. You see, And the bosses, they couldn't be I happy. got $700. Voilà, donc l'accumulation et la rapidité du montage nous entraînent de l'un vers l'autre et par conséquent nous permet de comprendre de manière instinctive que finalement un casino c'est un endroit dans lequel les émotions des joueurs, leur étourdissement, leur ivresse, manifestée notamment par le premier travelling assez long sur les tables de jeu, et bien un casino c'est un endroit qui transforme cette émotion, cette ivresse, ce jeu en profit pour les propriétaires du casino, c'est-à-dire voilà, en argent véritable que ces propriétaires se mettent dans les poches. Du coup, on comprend aussi comment l'univers du casino du film de Scorsese peut aussi agir comme une forme de symbole ou de métonymie de toute l'industrie du divertissement, au fond. Mais bon, là, c'est un petit peu trop pousser l'analyse pour ce très très court extrait, mais je crois que si on visionne l'ensemble du film, on aura moins de doutes à ce sujet. Et tout ça arrive vers un personnage, au fond, qui est l'incarnation de la maîtrise, le patron du casino, celui qui fait extrêmement bien son métier. Il est en position de maîtrise, il est le soleil autour duquel tout l'univers tourne, comme le montre ce travelling circulaire où il reste fixe pendant que tout autour de lui, cela défile. Travelling circulaire est un excellent moyen pour donner à un personnage une impression de maîtrise dans un espace, l'impression qu'il est véritablement le maître ici. Et c'est pour ça aussi que l'analyse esthétique, je le dis maintenant mais je le redis une autre fois, c'est pas seulement analyser un film, c'est pas seulement analyser un extrait, c'est aussi à partir d'un extrait analyser les pouvoirs du cinéma. Ce que peut produire par exemple une forme filmique comme le travelling circulaire, donc qui place toujours un personnage à partir du moment où il est immobile dans une position de maîtrise sur son environnement, qui le place comme un patron, comme un soleil autour duquel tout tourne. Et ce personnage nous a été présenté auparavant dans le film, un peu de recontextualisation narrative, comme une incarnation de la maîtrise, comme un workaholic, un type en fait qui ne fait que bosser mais qui est devenu par contre super bon dans son domaine, un vrai perfectionniste. Mais du coup, il a aussi quelque chose un peu maladif dans son perfectionnisme et c'est quelqu'un qui ne s'amuse jamais. C'est quelqu'un qui ne jouit pas. Il tire profit de la jouissance des autres, mais lui-même il ne jouit pas et il ne se met jamais en danger. Or, ici, le fondu enchaîné sur un dé qui tombe, indique peut-être que le personnage va bientôt se mettre à jouer, va bientôt risquer quelque chose, et que ce qu'il va risquer va l'entraîner vers sa perte. Et le risque en question, c'est une histoire d'amour qu'il vivra, malheureuse, histoire d'amour qui, pour le coup, forcément va le déprendre de sa maîtrise sur le monde, va le forcer à accepter des situations et des affects qui sont par définition immaîtrisables. Donc ici, évidemment, si je vous passais que cet extrait, vous ne pourriez pas le savoir, j'en conviens bien. C'est aussi une spécificité de l'analyse de film dans le cadre d'un mémoire de recherche, c'est-à-dire quand on analyse peut-être une séquence, mais quand on la relie au film entier, que de pouvoir faire des liens aussi avec le reste du film, ce que je viens de faire ici. Mais j'en conviens, si vous n'avez vu que ces 40 secondes de film, vous ne pouvez pas savoir que bientôt le personnage va risquer quelque chose, va se décider à jouer et à jouir dans la vie, même au risque de perdre sa maîtrise proverbiale sur le monde, et donc cette anticipation narrative ne pourrait pas forcément être étayée. Si vous n'aviez que cet extrait, elle l'est à partir du moment où on le rapporte au reste du film, puisque cette séquence précède de justesse la rencontre avec la femme qu'il va aimer. Voilà, alors tous ces quelques extraits en fait et leurs commentaires sont là pour dire en gros que
même si ici j'ai accompli avec vous un travail de commentaire un peu approfondi, je ne vais pas dire que j'ai tout dit, ni même qu'on ne pourrait pas dire les choses différemment, hein. L'analyse est toujours un champ ouvert, hein, c'est toujours un champ de débat, hein. Il n'y a jamais l'imposition d'une vérité absolue. Il y a des discours plus ou moins convaincants, et donc voilà, vous jugez celui que je vous ai ici délivré comme vous voulez. Et vous pouvez également proposer d'autres façons d'envisager ces séquences, bien entendu. Mais c'est très détaillé, c'est très intellectualisé, bien entendu, parce que c'est notre job, en fait, quand on étudie le cinéma, quand on veut vraiment mieux le comprendre. Traduire en mots, en fait, tous les effets et toutes les significations que les films charrient avec eux, notamment du fait qu'ils sont mis en scène et montés d'une certaine façon, hein, notamment en fonction donc de leur choix créatif qui entraîne une certaine vision du monde, qui entraîne certaines sensations, qui entraîne certaines significations. Et donc c'est important de le dire parce que, au fond, la plupart des discours sur le cinéma, notamment dans la vie courante, mais même parfois dans des publications spécialisées, sont des discours qui ne s'intéressent qu'au contenu, en fait, qu'au scénario, au fond, hein. Oui, ça va vous raconter, c'est l'histoire de... Qu'est-ce que raconte le film? C'est l'histoire de ce type-là qui rencontre cette femme-là, et puis après il se passe ça, etc. Bon, ok, très bien, mais en fait, à partir du moment où vous avez dit ça, vous avez dit très peu de choses de l'expérience que l'on fait dans le film. Et bon, je dis pas ça pour le décrier ou pour m'en plaindre. En fait, la compétence pour parler des films sur le plan esthétique n'est pas du tout n'est pas du tout partagée par un grand nombre de gens dans la société. Ce n'est pas du tout un hasard si très peu de gens déploient cette compétence. Mais ce que je voudrais bien souligner, c'est que déployer cette compétence, ce n'est pas s'éloigner de l'expérience de Monsieur Tout-le-Monde quand il regarde des films. Ce n'est pas aller vers une sorte d'univers uniquement pour universitaires, uniquement pour critiques de publications spécialisées, c'est-à-dire pour en gros quelques dizaines de milliers de personnes en France qui aimeraient se prendre la tête sur les films, selon, on va dire, le mot populaire qui pourrait désigner cette activité. Non, en fait, produire de l'analyse de film, et notamment de l'analyse esthétique, c'est parler de ce que tout à chacun peut ressentir, peut éprouver, peut comprendre devant les films, même si il ne l'intellectualise pas, même si il ne le formule pas avec des mots. Après tout, le cinéma, c'est quand même une façon d'exprimer des choses en passant peut-être par d'autres choses que les mots, justement, ou en tout cas par le langage verbal, rationnel, explicatif. Et nous, notre job, finalement, c'est d'accompagner les films dans la production de leurs effets, de leurs significations, non pas nous y substituer avec des mots, mais les accompagner de la manière la plus juste possible pour décrire les effets qu'ils procurent et les significations qu'ils nous communiquent. Et quand je dis nous, ce n'est pas un nous, juste nous les universitaires, les étudiants de master, les enseignants-chercheurs ou voilà, les personnes qui pratiquent l'analyse de manière un peu poussée, un peu quotidienne. Non, ce nous, c'est le nous spectatoriel général. Il peut y avoir évidemment, bien entendu, toujours des spécificités en termes de réception. Évidemment, je ne suis pas en train de dire que tout le monde comprend les films exactement de la même façon. Évidemment que non. Mais il y a des choses, notamment voilà, cet effet d'anticipation à l'intérieur que la bête meurt, qui sont des choses qui sont relativement universelles parce que elles relèvent immédiatement en fait d'une réaction perceptive humaine vis-à-vis d'une mise en forme que le film a produit à travers des choix de mise en scène et de montage. Et donc, même si on peut toujours discuter, même si on peut toujours argumenter sur tel ou tel type d'interprétation, et même si par ailleurs, en fonction de notre culture, en fonction de notre identité, on peut recevoir les films de façon totalement différente, ça on est bien conscient, il y a quand même des choses qui sont relativement stables et universelles et sur lesquelles on peut vraiment discuter. Et c'est là-dessus que se situe justement la discussion esthétique. Donc, si l'approche esthétique, tout le monde ne la pratique pas dans les faits, en réalité, tout le monde l'éprouve, puisque nous sommes des sujets esthétiques et que les films sont des phénomènes esthétiques. Donc il faut vraiment faire attention à tous ces... Enfin, attention, non. En tout cas, réussir à dépasser les discours de type purement contenuiste, hein, qui réduisent en fait l'expérience d'un film uniquement à son contenu, à son histoire, à son scénario. Et
ce faisant, ces discours présentent parfois, en tout cas si on a envie un peu d'aller dans le fond des choses, si c'est au repas de famille, peu importe, hein, mais si on a envie d'aller dans le fond des choses dans un mémoire, le problème d'un discours uniquement continuiste, c'est qu'au fond, le risque est de ne pas rendre justice à l'expérience du film et de réduire l'œuvre en fait en ne prenant pas en compte la forme à un contenu, alors même que, comme on l'a dit avec Sidney Lumet tout à l'heure, le contenu et la forme sont indissociables au fond. Donc s'intéresser à la forme, ce n'est pas du tout laisser le contenu de côté. Évidemment non, on rapporte toujours les effets de mise en scène et de montage à ce que le film raconte. Je crois l'avoir fait dans ces 3 extraits. Et à l'inverse, il ne faudrait pas éradiquer totalement la prise en compte de la forme en se disant que ce n'est pas important, en fait, parce que c'est crucial, étant donné que la forme, c'est aussi ce qui raconte l'histoire. C'est indissociable du contenu.